Frédéric Ancel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Et on peut dire Chag Sameach à l'occasion de ce 70e anniversaire de l'État d'Israël. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique, en particulier à Sciences Po Paris et également à Paris School of Business. Nous allons parler ensemble, nous allons essayer de dresser ensemble un bilan de l'État d'Israël sur le plan, on va dire, géopolitique, sur la place que représente l'État d'Israël dans le Proche-Orient aujourd'hui. Alors la première question, c'est 70 ans après, comment mesurer justement la place de l'État d'Israël dans l'environnement régional, dans cet environnement proche-oriental et moyen-oriental extrêmement mouvementé, extrêmement fragmenté, en particulier au cours des dernières années? Alors, la question est évidemment centrale. Ça appelle une réponse très très concise, parce qu'on pourrait évidemment faire des heures. Bon, c'est sûr. La puissance, c'est faire faire, c'est empêcher de faire, et c'est refuser de faire. Alors, si je vous surconcentre et résume en quelque sorte les critères fondamentaux de la puissance, vous pouvez immédiatement mesurer qu'Israël en possède une part très importante, au moins en tout cas à l'échelon régional, grand régional. Alors, c'est vrai sur le plan militaire, bon, c'est vrai depuis pratiquement 56, c'est la première victoire de Suez. C'est vrai sur le plan technologique, puisqu'Israël est devenu une grande puissance du high-tech, et cette fois non pas à l'échelle régionale, mais à l'échelle mondiale. Les choses sont très claires là-dessus. C'est vrai aussi à l'échelle diplomatique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Israël, à plusieurs reprises, avec ses alliés, et pas seulement les États-Unis, a réussi à empêcher que des résolutions trop contraignantes ou trop dures, en quelque sorte, trop sévères, ou à ses yeux trop injustes, passent soit à l'Assemblée générale, soit au Conseil de sécurité. Et j'ajoute un dernier point, la puissance démographique. Là aussi, l'un des fantasmes, à la fois d'ailleurs des amis d'Israël et des adversaires d'Israël, les uns le déploraient, les autres s'en réjouissaient, l'un des fantasmes c'était, au fond, les ventres des femmes arabes constituent une arme extrêmement puissante, comme le disait Yasser Arafat lui-même, et le gaz démographique va faire de toute façon, à la fin, les Juifs seront minoritaires. C'est faux. Et depuis une quinzaine d'années, on a une inversion des courbes avec une fécondité des femmes arabes israéliennes qui est tombée de 6 à 3 en 15 ans, les femmes juives israéliennes passant de 2,5 à 3. Donc si vous voulez, on pourrait ajouter d'autres critères, mais les plus fondamentaux sont ceux-là. Et alors si vous voulez, on pourrait rentrer dans les détails, mais aujourd'hui et sur les 70 années qui se sont écoulées, avec d'ailleurs une accélération de la montée en puissance ces 10-15 dernières années, Israël aujourd'hui est une puissance absolument incontournable dans la région, et elle pèse d'un poids et elle joue un rôle tout à fait important sur les questions qui pèsent au Proche-Orient, quelles qu'elles soient. Alors, on l'a constaté, vous parliez en particulier des dernières années, effectivement, on l'a constaté au cours des dernières années. Aujourd'hui, l'État d'Israël est courtisé, on peut le dire, par les puissances émergentes comme l'Inde, comme la Chine, comme d'autres, y compris comme les pays d'Afrique, mais également elle est en train de se rapprocher, l'État d'Israël est en train de se rapprocher, ou en tout cas il y a un rapprochement entre l'État d'Israël et les pays sunnites modérés comme l'Arabie saoudite. Comment expliquer cet intérêt pour l'État d'Israël de la part de ces puissances émergentes, alors que finalement l'État d'Israël est sur la carte, on le sait, n'a pas un territoire extrêmement massif. Comment expliquer ce changement de la part de ces pays émergents? Qu'est-ce qui pousse ces pays à se rapprocher d'Israël, à courtiser l'État d'Israël? Alors il y a plusieurs variables explicatives, il y a plusieurs types d'intérêts différents. L'Inde, fondamentalement, ne s'intéresse pour l'instant que très marginalement à la culture juive, à la gastronomie juive, voilà, et à l'épopée biblique du peuple juif. En revanche, ce qui n'est pas le cas de la Chine, par exemple. Alors vous avez des cercles en Chine effectivement qui s'y intéressent davantage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que un pays comme un État, la population c'est un cas, c'est autre chose, mais l'État indien aujourd'hui est très intéressé
par, les matériels militaires israéliens qui sont considérés comme très sophistiqués et globalement un peu moins chers que ce que font les autres très grandes puissances occidentales capables d'en vendre. Je pense évidemment aux Américains, aux Français, aux Britanniques, aux Allemands, d'une part. D'autre part, les Israéliens ont un savoir-faire face à des adversaires en général plus nombreux et géographiquement bien situés. Et l'Inde est en proie à des adversaires qu'elle considère comme étant finalement pas très différents. Alors il y a une espèce de confusion avec l'islamisme radical, mais vous voyez, en face de l'Inde, il y a le Pakistan, et ça c'est quelque chose qui joue. Et de ce point de vue-là, vous avez depuis maintenant une bonne dizaine d'années un partenariat extrêmement important et qui ne cesse de monter d'ailleurs, et qui atteint des sommes astronomiques de plusieurs milliards de dollars lourds d'achat et de vente de matériel israélien ces dernières années. La Chine est également intéressée par le high-tech israélien, mais davantage peut-être par des produits civils que par des produits militaires. Vous m'évoquez l'Arabie Saoudite. Là, d'abord, on n'est pas sur une puissance émergente, on est sur une puissance déclinante avec l'Arabie Saoudite, mais j'ai bien compris votre question. Là, on a affaire à une guerre froide, de moins en moins froide d'ailleurs, comme vous le savez, entre l'Arabie Saoudite d'une part et l'Iran d'autre part. Et de manière plus générale, les deux axes chiites, sunnites, on connaît ça par cœur. Et l'ennemi de mon ennemi étant en général mon ami, ou en tout cas mon partenaire, ou mon fournisseur, eh bien l'Arabie Saoudite n'a pas eu le choix que de se tourner vers le seul État de la région du Moyen-Orient qui était suffisamment puissant en termes de renseignement pour pouvoir, quelque part, aider Riyad face à l'ennemi commun, ou en tout cas l'adversaire commun, qu'est l'Iran. D'autres États comme le Brésil, alors là, avec le Brésil, on rejoindrait plutôt l'Inde et la Chine, commencent à s'intéresser à Israël. Quant aux États d'Afrique, dont vous avez bien fait de rappeler qu'ils étaient maintenant d'ailleurs plusieurs, même assez nombreux. En Afrique de l'Ouest en particulier. L'Afrique de l'Ouest, c'est vrai, mais c'est vrai aussi du Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui est devenu littéralement un allié d'Israël, alors pour plein de raisons mémorielles liées au génocide, et puis aussi parce que, par pragmatisme, évidemment, mais pensez aussi à l'Éthiopie et au Kenya, qui sont devenus des partenaires et qui sont de futurs dragons. Donc sur le plan économique et sur le plan de la vente de produits agricoles et militaires, c'est quelque chose qui importe à ces pays-là, des pays qui n'ont plus l'épée de Damoclès de la Ligue arabe, qui aujourd'hui pèse beaucoup moins, infiniment moins, qu'il y a encore 15 ou 20 ans. Vous voyez, donc pour des raisons à chaque fois différentes, vous avez, mais pour de bonnes raisons, en général, vous avez effectivement un attrait, vous avez raison de le souligner, de la part d'États en quantité bien plus importante que ce qui se produisait dans les années 70, 80, 90. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que, justement, cette volonté de courtiser l'État d'Israël pour son expertise dans différents domaines, comme la sécurité, la lutte antiterrorisme, le high-tech et d'autres, peut avoir aussi un impact sur la position d'Israël dans le conflit israélo-palestinien et face au monde arabe, aux régions. Est-ce que vous pensez que cette proximité qui est liée à certains intérêts peut avoir aussi un impact sur le positionnement de ces pays émergents par rapport au conflit israélo-palestinien ? C'est-à-dire, si on comprend, on dit que Israël est une science, on va dire un pays très savant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, eh bien, on peut aussi écouter peut-être son positionnement dans le conflit israélo-palestinien et y adhérer aussi ? Non, ou alors de manière marginale. Je serais très prudent quant au second volet dont on se dit que mécaniquement il interviendrait, c'est-à-dire que, prenons par exemple l'Inde qui chaque année importe entre 20 et 25% de plus que l'an passé, et ça depuis 15 ans, vous faites le calcul, donc encore une fois, on a dépassé les 2 milliards de dollars d'achat. Vous vous dites, forcément, l'Inde va voter en faveur d'Israël à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que, d'abord, en général, les États ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Ensuite, ce n'est pas parce que ce sont de bons clients ou de bons fournisseurs qu'ils vont nécessairement adhérer idéologiquement ou politiquement au point de vue d'Israël. 3, ce sont des États, la plupart des États, dans le monde d'ailleurs, ont des problématiques locales. Et là, en Inde, avec environ 120, 130 millions de musulmans en Inde même, dans le pays, alors ça constitue certes une petite minorité puisque vous avez 1,3 milliard d'Indiens, mais enfin, le gouvernement indien est quand même très prudent sur ces questions-là. Donc, et c'est vrai aussi des différents États d'Afrique. Donc, vous en avez un certain nombre qui, oui, ont basculé aussi dans le soutien diplomatique, c'est vrai. On a vu d'ailleurs que lors de le dernier vote en date à l'Assemblée Générale des Nations Unies, autour de Jérusalem.
Voilà, sur Jérusalem, vous avez vu comme une dizaine d'États, alors qui ont voté en faveur d'Israël. Alors bien sûr, vous avez les 4-5 traditionnels, États-Unis, puis les îles du Pacifique, mais vous en avez aussi quelques-uns qui ont voté pour Israël et une quinzaine qui se sont abstenus. Autrement dit, qui n'ont pas voté pour la résolution favorable aux Palestiniens. D'ailleurs, peut-être même un petit peu plus, une grosse vingtaine. Donc c'est pas mal, mais si vous voulez, il n'y a pas de transformation de l'essai en général lorsqu'il y a eu prise de contact et même échange économique important. Je dois ajouter que pour Israël, ce n'est pas le plus fondamental. D'abord parce qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, les résolutions ne sont pas contraignantes. Oui. Ensuite parce qu'au Conseil de sécurité, dans la quasi-totalité des cas de figure, les États-Unis mettent leur veto. Voilà. Et donc, si vous voulez, les Israéliens, très pragmatiques aussi, très frères. Ils sont plus favorables, ils essayent de jouer la qualité plutôt que la quantité, on va dire. Et en tout cas, d'une part, et d'autre part, de jouer une économie montante en puissance et l'augmentation ou l'accroissement d'une indépendance stratégique, puisque plus on produit et on vend des armements, mais c'est vrai aussi d'ailleurs dans la tech civile, moins on a besoin de soi-même d'en acheter à ses alliés. Évidemment, je pense aux États-Unis pour ce qui concerne pour ce qui concerne l'armement, et par conséquent, c'est bon très pragmatiquement, très matériellement, très économiquement, et finalement c'est meilleur à tout prendre que de disposer de quelques voix de plus dans un vote à l'UNESCO ou à l'Assemblée générale. Alors, dans ce tableau, on remarque le positionnement, on va dire, très conservateur, on va dire, du vieux continent qui, dans le cas précis, je dirais, porte bien son nom, c'est l'Europe. C'est-à-dire l'Europe ne semble pas avoir noté un changement d'approche par rapport à l'État d'Israël. Il ne semble, même si effectivement il y a des délégations européennes qui viennent essayer de comprendre comment on lutte contre le terrorisme, sur le plan du conflit israélo-palestinien, eh bien, on a l'impression que l'Europe est engoncée dans des poncifs dépassés, les implantations responsables. On a l'impression que l'Europe reste toujours derrière, on va dire, comme je serais tenté de parler comme Netanyahou, de dire que l'Europe appartient au passé, avec les Palestiniens qui revendiquent, qui vont déposer une plainte contre la Grande-Bretagne pour la déclaration Balfour. C'est-à-dire l'Europe est coincée dans le passé alors que ces pays émergents et l'État d'Israël sont dans l'innovation, etc. Vous avez cette approche ? Alors, je n'ai pas exactement cette approche parce que aujourd'hui, l'Europe, d'un point de vue géopolitique, cela n'existe pas. Oui. Cela n'existe pas. Vous avez 28 États européens, 27 à cause du Brexit, peut-être bientôt de nouveau 28. Vous avez un clivage de plus en plus fort, une fissure qui devient faille et qui deviendra peut-être fossé entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Et vous savez très bien, vous qui êtes très au fait de ces questions-là, que la plupart des pays d'Europe orientale ne votent pas, notamment sur les questions liées au Proche-Orient, ne votent pas. Comme ce que vous appelez, mais j'ai bien compris votre question, comme ce que vous appelez pour le coup la vieille Europe, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, sur laquelle je reviens dans quelques secondes. Donc au contraire, avec l'intégration des pays baltes, de la Pologne, de la Hongrie, Roumanie, Bulgarie, bien sûr République tchèque, Slovaquie, j'en oublie un ou deux, au sein de l'Union européenne, eh bien vous avez eu, au contraire, quelque chose qui ressemble à un rééquilibrage en faveur d'Israël, parce que ces États-là pensaient à la République tchèque, qui votent de façon absolument systématique en faveur d'Israël, et c'est le cas, sauf parfois lorsqu'ils s'abstiennent, ce qui arrive effectivement assez souvent, d'autres États comme la Pologne. Donc, c'est de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de l'Europe. Maintenant, pour l'Europe occidentale... Je parle de l'Europe occidentale, voilà. Alors, les puissances traditionnelles, France, Angleterre notamment, là aussi, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que vous savez très bien que l'Allemagne ne vote pas, vote en tout cas de manière plus prudente ou plus nuancée que ses partenaires, que ses autres partenaires ouest européens comme la France ou la Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, cher Daniel, il reste plus grand-chose. Bon, en fait, je vais être honnête, quand je parle de l'Europe occidentale, je parle de la France. Voilà. Bon, très bien. Oui, mais la France, c'est pas toute l'Europe. Alors, j'ai bien compris votre question. Non, ça peut être la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne, etc. Alors, non, c'est-à-dire qu'un homme neuf comme Emmanuel Macron, qui prône l'innovation, qui veut modifier, qui veut rajeunir, qui veut dynamiser, créativiser, je vais dire, eh bien, quand il s'agit du conflit israélo-palestinien, quand il s'agit d'Israël, on a l'impression qu'il reste coincé on va dire, dans ce que lui impose le Quai d'Orsay.
Alors, regardez, je vais vous dire, d'abord, je pense qu'un président de la République en France, c'est pas le Quai d'Orsay qui lui impose quoi que ce soit. En tout cas, si il joue réellement son rôle de président de la République et si il assume les habits à la fois larges et extrêmement, chatoyants que lui propose, que lui offre la Ve République quand même. Hein. En France, c'est le président qui fait les affaires étrangères. Bon. Et Macron semble assumer tout à fait ces habits-là. Je ne serais pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 16 juillet dernier, c'est-à-dire pas n'importe quand, pas n'importe quand, pas devant n'importe qui, mais devant le Premier ministre nationaliste de l'État d'Israël. Pas n'importe où au mémorial de la Shoah, vous avez un président de la République française qui dit de façon absolument, alors pour le coup je reprends votre terme, novatrice, ça ne s'était jamais entendu ça, jamais, ni au Quai d'Orsay, ni à la Défense, ni bien sûr à l'Élysée, que l'antisionisme est un antisémitisme déguisé. Écoutez, là on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Maintenant, j'ajoute que, à mon sens, ce n'est pas un one-shot, comme disent les jeunes, et que ça traduit une position qui se veut réellement équilibrée au Proche-Orient, parce que le ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense, un grand ministre, entre nous soit dit, Jean-Yves Le Drian, vient de faire, ça ne vous aura pas échappé, une visite en Israël qui n'a pas été frappée au coin de mauvaises relations entre les deux pays, tandis que les mêmes jours, à cette même période, il a fait une visite à Téhéran. Vous savez bien qu'elle a été désastreuse, notamment à cause des Iraniens, mais du fait de la fermeté du tandem Macron-Le Drian, notamment sur les questions balistiques. Vous voyez que, et on pourrait multiplier les exemples. Donc je vous dirais qu'il y a une approche qui effectivement est quand même traditionnelle. C'est vrai, globalement, mais malgré tout, avec ce que je perçois, notamment de ces deux exemples, on pourra en prendre d'autres, quelques avancées. Maintenant, si on prend l'Angleterre, regardez à quel point Theresa May, regardez comment elle a accueilli le même Premier ministre israélien il y a quelques mois de cela, et regardez à quel point le Brexit semble donner une espèce semble pousser aujourd'hui la Grande-Bretagne, ou en tout cas contraindre peut-être même Theresa May à adopter des positionnements, on va dire, entre guillemets, plus occidentalistes. Hein. Alors on pourrait parler du Canada, de l'Australie, des États-Unis, mais vis-à-vis d'Israël, il y a eu aussi plusieurs abstentions, tandis que naguère, on était davantage sur des votes contre. Quant au Danemark, aux Pays-Bas, ce sont des États qui, ces dernières années, votent toujours, soit s'abstiennent, votent en faveur. Vous voyez que quand vous me dites l'Europe, il faut creuser, et je pense que c'est plus... il faut en tout cas nuancer cette approche traditionnelle vis-à-vis du conflit. Eh bien, Frédéric Ancel, on serait tenté de parler avec vous pendant encore longtemps de ces développements géopolitiques et régionaux et internationaux. C'est tout à fait passionnant et vous les rendez tout à fait passionnants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé donc à l'occasion de ce 70e anniversaire de l'État d'Israël sur le positionnement de l'État d'Israël géopolitique dans la région et sur la scène internationale. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée.